Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy. Sur Sud Radio. Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange. Ce soir, pour cette deuxième émission de la saison 3, nous allons plonger dans l'histoire d'une des plus anciennes civilisations de notre humanité, la Chine. Alain Pierrefitte avait écrit il y a fort longtemps « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». C'était un visionnaire. Cette phrase, il l'avait dite au début des années 80, à une époque où le pays du dragon ouvrait un œil. Jacques Gossard, bonsoir. Bonsoir. Je suppose que vous avez lu ce livre d'Alain Pierrefitte. Oui, je l'ai lu, oui. Ouais. Qui était un visionnaire à l'époque, puisque la Chine est en train de prendre une place de plus en plus prépondérante sur la scène internationale. Mais vous, c'est pas trop l'actualité chinoise qui vous intéresse, quoique c'est plutôt son histoire. Vous avez rédigé un très important dossier sur la Chine, son histoire, ses racines, ses mystères pour la revue Kadat, le numéro 102 de cette revue, une revue belge, puisque vous êtes en direct avec nous depuis la Belgique. Je signale d'ailleurs que cette revue est en vente sur le site de cette revue, Kadat, pour la somme de 9 €. Vous allez sur Internet et vous tapez Kadat, KADATH.be, et là vous allez pouvoir vous procurer ce magazine qui est une somme de connaissances énorme. Jacques Gossard, une question, vous avez mis combien de temps pour le rédiger? Parce que ça vaut un livre, ce que vous avez écrit pour la revue, finalement. Écoutez, à peu près une année. Le temps de mettre en ordre toutes les notes que j'avais prises au fil des années, ça m'a pris à peu près un an. Ouais, ça me surprend vraiment. C'est synthétisé un petit peu, mais il y a un certain nombre de sujets que je n'ai fait que synthétiser et que je voudrais développer et en faire à ce moment-là un livre. Bon, alors, on aura le plaisir d'en parler dans Les Aventuriers de l'étrange en tous les cas. Alors, en ce qui concerne la Chine, d'après vous, cette civilisation est-elle beaucoup plus ancienne que la nôtre en Occident ? Je ne dirais pas qu'elle est plus ancienne. Son évolution a été différente, elle est tout à fait spécifique, mais je dirais sous certains aspects, elle est en avance par rapport aux nôtres, et ça on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure certainement. Mais je dirais que en ce qui concerne, il ne faudrait pas non plus opposer d'une part la brillante civilisation chinoise et les forêts obscures et ignares de l'Europe. C'est un petit peu plus nuancé que ça quand même. Bon, très bien, on va découvrir ça en tout cas avec vous. Durant toute cette émission, nous allons avec vous suivre la route de la Chine et de son histoire. Vous allez nous en faire découvrir la puissance de ses anciens et de son savoir, qui ne l'est pas moins ancien. La 3e saison s'ouvre donc et vous allez toujours pouvoir podcaster, comme l'on dit, télécharger l'émission sur Internet sur le site psiland.org, psiland.org. La Chine nous attend. À tout de suite. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. Mon invité, Jacques Gossard, en direct depuis la Belgique ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Jacques Gossard, rédacteur, un des rédacteurs de la revue Kadat, K-A-D-A-T-H, la revue Kadat qui s'intéresse à toutes les civilisations disparues. Et là, Jacques Gossard, vous avez écrit la totalité du magazine, à savoir une 60aine de pages sur l'histoire de la Chine et de ses mystères. J'ai découvert plein de choses fascinantes sur ce pays que l'on ne connaît pas beaucoup. Finalement, on s'y intéresse puisque les Jeux Olympiques vont s'y dérouler bientôt. Alors, la Chine, on l'a bien compris, est une civilisation très ancienne. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer ses fondations finalement ? Oui, en fait, les fondations, les connaissances que nous avons des premiers temps de la Chine sont basées sur deux types de sources. Il y a d'une part les sources archéologiques, qui évoluent d'ailleurs constamment parce que la Chine est un immense pays. L'archéologie en Chine n'est pas
tellement ancienne. En plus de cela, bon, elle a connu quelques petits passages à vide. Oui. Et on s'aperçoit maintenant qu'il y a énormément de choses encore à découvrir, certainement. Mais on a quand même déjà maintenant une bonne connaissance des premiers temps de la Chine du point de vue archéologique, et ce, jusque en pleine préhistoire. Ouais. Bon, ça c'est une source. L'autre source, très importante, c'est l'ensemble des mythes et des légendes, mythes et légendes qui ont été véhiculés par la tradition orale, comme partout, et puis également par ce que l'on appelle des historiographes, qui ont recueilli, déjà plusieurs siècles avant Jésus-Christ, qui ont recueilli la plupart de ces mythes et légendes et en ont fait des ouvrages qui nous sont parvenus soit sous une forme complète, soit sous une forme tronquée. Mais donc nous avons vraiment deux types de sources qui sont très différentes. Je suppose qu'il y a des passerelles évidemment entre les deux, bien sûr. Oui. Là, disons que une bonne partie de mon travail a consisté justement à essayer de voir s'il existait des passerelles, Ouais. et de voir si derrière les mythes et les légendes il y avait un fond historique. Alors, quelles sont donc les fondations? Commençons, si vous le voulez bien, par la source archéologique, ce que l'on sait au temps de la préhistoire. Alors, en fait, la préhistoire de la Chine commence, comme d'ailleurs un petit peu partout, par ce que l'on appelle le paléolithique, l'âge de la pierre taillée. Et là, nous avons des premières traces qui remontent au paléolithique inférieur. Alors là, on parle d'une culture dont l'âge peut être estimé entre 2 600 000 et 1 900 000 années. Donc, on est à l'époque de l'Homo erectus, comme en Europe et Bien comme sûr. partout dans le monde. Ça, ce sont les plus anciennes traces qu'on a retrouvées jusqu'à présent. Au niveau du paléolithique, et sans rentrer dans le détail, je citerai simplement une seule découverte, c'est celle du fameux homme de Pékin, mondialement célèbre, puisque ça a été une des grandes découvertes au début du XXe siècle dans le domaine du paléolithique. Et en fait, cette découverte a été faite en 1929. Et l'homme de Pékin vivait, lui, entre 400 000 et 500 000 ans avant notre ère. Ouais. Puis, bien sûr, nous avons également l'homme de Néandertal, comme partout, et on en arrive, toujours comme partout, à l'Homo sapiens sapiens du paléolithique supérieur. Ouais. Donc là, je dirais que c'est une évolution qui est tout à fait conforme à ce que l'on connaît ailleurs. Oui, tout à fait classique. oui, tout à fait. Et alors, à partir de là, j'allais dire, les chemins vont peut-être commencer à diverger. C'est-à-dire que la culture préhistorique chinoise à ce moment-là ne diverge pas en ce sens que l'on connaît également un néolithique comme en Europe, mais avec des caractéristiques qui lui sont tout à fait propres, et notamment des productions qui à l'époque étaient propres à la culture chinoise et qui sont toujours propres à la culture chinoise. Alors le meilleur exemple que je puisse prendre, c'est, je crois, l'utilisation du jade. Le jade qui en Europe n'est pas spécialement vénéré et apprécié, alors qu'en Chine, depuis l'aube des temps, puisque ça date du néolithique, c'est-à-dire néolithique commence aux alentours de 10 000 avant Jésus-Christ en Chine, ce qui est quand même relativement tôt malgré tout. Et le jade, le travail du jade apparaît aux alentours du 5e millénaire avant Jésus-Christ. Et encore actuellement, le jade est, on le sait, tous ceux qui vont en Chine s'en rendent bien compte, est une matière extrêmement noble, extrêmement appréciée. Tout à fait. Mais est-ce tout simplement dû au fait que le jade était disponible de manière d'abord en grand nombre et de manière facilement accessible, tout simplement? Oui, c'est possible, ça doit être intervenu aussi, mais malgré tout, il y avait une volonté, une espèce de fascination dès le départ, et une volonté vraiment de travailler ce matériau, parce que le travail du jade est extrêmement difficile et extrêmement compliqué. C'est une matière qui est qui est tout à fait fascinante. D'ailleurs, tous ceux que j'ai pu rencontrer, et à commencer par moi-même, sont fascinés par les objets en jade.
C'est un matériau qui dégage vraiment quelque chose, entre guillemets, mais c'est un matériau très dur. Et à l'époque, évidemment, on n'avait pas d'outils qui permettaient de le travailler aisément. Donc il fallait vraiment avoir envie de le travailler pour en faire des objets qui sont tout à fait extraordinaires. Ah oui, qui sont très fins, très beaux, très d'un style très épuré d'ailleurs. Pour les quelques illustrations que j'ai pu découvrir dans la revue Cadat. Alors, Jacques Gossard, dites-nous, les plus anciens objets en jade donc remontent à quelle période? Au 5e millénaire avant Jésus-Christ. Ah oui, quand même. Oui, donc en plein néolithique. Oui. Ouais. Et c'est une, comme je le disais, c'est une matière qui a été travaillée à partir de ce moment-là et qui est ce que j'appellerais un des piliers de la civilisation chinoise, comme l'écriture, comme le travail du bronze, etc. Donc là, vous nous parlez d'objets, mais à travers ces objets, qu'a-t-on pu apprendre sur ceux qui les ont façonnés, sur ceux qui aimaient le jade? Décrivez-nous un petit peu ces premières prémices de la civilisation chinoise. En fait, c'est très compliqué à résumer dans la mesure où il y a de très nombreuses cultures néolithiques et que ces cultures néolithiques vont d'une part évoluer dans le temps et dans l'espace de manière assez indépendante, c'est-à-dire avec des caractéristiques propres, mais par contre, et c'est là que les choses se compliquent, et c'est ce que les premiers sinologues n'avaient pas bien perçu, c'est que dès cette époque, il y avait des échanges entre, par exemple, le nord et le sud de la Chine. Ce qui fait que toutes ces cultures se sont influencées et enrichies. On imagine bien que la Chine, telle que on la connaît actuellement, un territoire extrêmement vaste, n'existait pas sous cette forme-là à cette époque-là. Non, bien sûr. Bien sûr, elle était constituée d'une mosaïque de petites communautés qui parfois d'ailleurs étendaient leur influence assez loin. Sans rentrer dans le détail de toutes ces cultures, je citerai simplement deux grandes cultures qui vont avoir une influence sur la suite de l'histoire. La première, c'est la culture de Yangshao. Alors, c'est une culture qui est, je dirais, tout à fait typique en matière de production de poterie, notamment en matière d'élevage et en matière d'agriculture. C'est là à ce moment-là qu'apparaissent les grandes productions agricoles de la Chine que nous connaissons encore actuellement, avec une opposition déjà entre la culture du millet au nord et des céréales en général, et la culture du riz au sud. C'est ce qu'on retrouve encore actuellement. Contrairement à ce qu'on croit, les Chinois ne mangent pas que du riz. Disons que dans le nord, on mange plutôt des céréales, et dans le sud, on mange plutôt du riz. D'accord. Et donc là, il y a cette culture Yangshao. Yangshao, oui. Et en face, ou plutôt à côté, à côté, avec... et ensuite une culture qui va avoir énormément d'importance et qui fait la charnière, je dirais, entre deux types de civilisation, c'est la culture de Longshan. Alors, pourquoi est-ce que je parle de rupture de civilisation? Parce que la culture de Yangshao, d'après ce qu'on a retrouvé, notamment dans les tombes, était de type d'organisation matriarcale. Alors que dans donc le Longshan, qui est la mère qui était chef de tribu, c'est ça. Oui, c'est ça. Disons que c'est elle qui avait vraiment le pouvoir, en tout cas qui avait un pouvoir certain par rapport à l'homme. D'accord, oui. D'ailleurs, ça a été le cas tout au long de la préhistoire, mais en Europe aussi. En Europe aussi. En fait, on a tendance à l'oublier, ou même à ne pas le connaître du tout. Ça. Oui, c'est vrai. Mais je dirais que si je caricature un petit peu, dans les civilisations préhistoriques, la femme était la gardienne du foyer et du savoir, et l'homme, lui, il était chargé de faire les courses, c'est-à-dire d'aller à la chasse. Bon, je résume un petit peu, mais c'est un petit peu ça. Et c'est ce qui se passe dans la culture de Yangshao. Et par contre, on va avoir un changement assez radical avec Longshan, puisque là, on le voit lorsqu'on examine le contenu
contenu des tombes et la disposition des corps les uns par rapport aux autres. Dans la culture de Longshan, ce sont les hommes qui ont la place centrale, qui ont les plus beaux bijoux, etc. Donc là, on est passé dans un régime patriarcal. Mm-hmm. Alors pour le reste, je dirais que les productions, comme je le disais, sont tout à fait typiques, avec l'introduction notamment d'un certain nombre d'animaux d'élevage, comme le cochon, le chien, etc. Pas la poule. La poule ne viendra pas tout de suite. Ouais. Mais je dirais que ça n'a rien d'exceptionnel par rapport. Bon, bien sûr, c'est caractéristique par rapport à ces cultures, mais ça n'a rien d'exceptionnel, hormis deux éléments dans la culture de Longshan et dans des cultures apparentées, l'apparition du jade, comme je le disais, et également, mais ça on en reparlera tout à l'heure quand on abordera le sujet probablement, l'apparition des premiers objets en métal, en cuivre d'abord, mais très peu, et peut-être bien, parce que là c'est un peu contesté, de bronze. Oui. Et alors là on est à moins 2500 ans avant Jésus-Christ, c'est ça ou... Oui, à peu près, oui. On est entre le 5e millénaire et le 3e millénaire. Mmh. Et cette transition s'est fait, enfin, dans la mesure où on le sait, sans heurts, c'est fait de manière simple. Comment ça s'est déroulé, cette transition entre les deux cultures? L'une a englobé l'autre, elles se sont fondues l'une dans l'autre? Oui, ça on n'en sait trop rien. Hein. J'imagine, à cette époque-là. Non, on n'en sait trop rien. Ouais. C'est un peu tôt, on n'a pas d'éléments. En fait, on n'a pas d'écriture à ce moment-là. On n'a pas de traces vraiment de ce qui a pu se produire entre ces différentes cultures. Bon, je dirais que Yang Shao débute en 5100 et se termine en 2700, alors que Longshan commence en 2500. Pour se terminer en 1700. Tout ça avant Jésus-Christ, bien entendu. Oui, bien sûr. Et alors, cette civilisation Longshan va durer jusqu'en 1500 avant Jésus-Christ, à peu près. Oui, 1700, oui. 1700. Et cette civilisation occupe une partie qui ressemble à quoi par rapport à la Chine actuelle? Bon, écoutez, là, je suis obligé de parler de ces fameuses provinces chinoises. En fait, Longshan, c'est une culture du Nord, donc de la région finalement. Bon, pour rester simple, il y a deux grandes régions en Chine, le Nord et le Sud. Alors, disons que le Nord, c'est le bassin du fleuve jaune, et le Sud s'articule autour de ce grand axe qui est constitué par le fleuve bleu. Ouais. Et la culture de Longshan comprend deux provinces, deux régions chinoises, qui sont, pour ceux qui sont allés en Chine, le Henan et le Shanxi. Très bien. Et est-ce qu'il y a une hiérarchie? Est-ce qu'on sait dans cette civilisation Longshan s'il y a déjà des dynasties qui se dégagent, s'il y a politiquement des guerres, des rois, est-ce qu'on en a une idée? Oui, on a quand même une petite idée. Effectivement, on s'aperçoit en tout cas que, alors que dans les plus anciennes cultures, on était face à des cultures finalement au système assez égalitaire, les différences commencent à se marquer. C'est-à-dire qu'on trouve des tombes de riches et des tombes de pauvres. Donc là, il commence à y avoir une différence de classe sociale qui va se marquer de plus en plus d'ailleurs avec l'apparition de la première dynastie, ce qu'on appelle la première dynastie royale, qui est celle des Xia, où là, on va se retrouver en face d'un système tout à fait classique, avec un roi qui est, je dirais, le chef de quelques familles régnantes, et en dessous de ça, le peuple. Très bien. Vous restez avec nous, Jacques Gossard. Je rappelle que vous êtes avec nous en direct depuis la Belgique dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio
pour découvrir les mystères de l'histoire de la Chine, et vous allez découvrir des sujets tout à fait passionnants avant la fin de l'émission, notamment des choses qui peuvent sembler tout à fait anachroniques. On va parler de chrome ou d'alliages très particuliers qui n'auraient pas dû exister à une époque où on les a retrouvés, enfin la datation qu'on leur donne en tout cas. Vous allez voir, c'est des choses assez intéressantes. On parlera également des disques bi. Vous découvrirez ce dont il s'agit. Jacques Gossard, une pause et on se retrouve. À tout de suite. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. La revue Cadat est à l'honneur sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange, la revue qui s'intéresse aux civilisations disparues avec le numéro 102 qui est sorti avec un dossier spécial sur les origines de la Chine. Un seul rédacteur de ce magazine pour cet énorme dossier sur les origines de la Chine. Il s'agit de Jacques Gossard. Notre ami belge qui est mon invité en direct depuis la Belgique ce soir. Jacques Gossard, vous nous avez brossé rapidement le tableau de la fondation de la Chine. Continuons, si vous le voulez bien, à dérouler. Nous en étions à cette période Longshan, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'essaye de prononcer le mieux possible. Et ensuite, comment est-ce que ça a continué à évoluer et quand est-ce qu'on est arrivé aux véritables prémices de la Chine que l'on connaît maintenant ? Alors, je dirais que la fondation, archéologiquement parlant, de la Chine se situe à l'époque de ce qu'on appelle la première dynastie royale. Il y a eu 3 dynasties royales au départ. La dynastie des Xia, la dynastie des Shang et la dynastie des Zhou. Prononcé à la française, ça fait Xia. Oui. Shang, oui, ça se prononce de la même manière, et les Zhou. Très bien. ZH. D'accord, très bien. Voilà, alors, donc, cette première dynastie des Xia, en fait, elle a longtemps été considérée comme tout à fait mythique, parce qu'on en parlait dans les mythes et les traditions, et spécialement ceux qui en ont le plus parlé, ce sont les historiographes chinois, qui ont fait en fait une moisson de toutes les traditions un petit peu partout en Chine. Et on parlera d'ailleurs, une petite parenthèse, on parlera d'un personnage fascinant, Sima Qian, c'est ça ? Je prends. Oui. C'est à peu près ça, oui. Excusez ma prononciation, mais un véritable personnage de roman. On pourrait en faire le héros d'un film ou d'un roman, tellement ce personnage avait l'air d'être fascinant en tout cas. Un historiographe, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Alors, donc, en ce qui concerne les Xia, je dirais que on situe généralement la fondation de la dynastie aux alentours de 2200 avant notre ère. Et elle a duré jusqu'en 1600 avant Jésus-Christ à peu près. Alors, comme je le disais, pendant longtemps, on a considéré que c'était une dynastie mythique, jusqu'à ce qu'on retrouve les traces, les ruines de leur ancienne capitale, qui s'appelle Erlitou. Et on a trouvé là un certain nombre de preuves archéologiques de l'existence de cette dynastie. Alors, pourquoi est-ce que cette dynastie était mythique, justement ? Racontez-nous. D'abord, au départ, on n'avait pas de données archéologiques. Oui, bien sûr. C'était la première chose. Et la deuxième chose... Mais que dit le mythe, quoi ? Voilà, c'est ça. Il y avait... je veux pas être méchante langue et sortir du domaine strictement scientifique, mais enfin, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que pendant pas mal de temps, l'archéologie chinoise a été dominée par les archéologues occidentaux. Et ces archéologues occidentaux, pour la plupart, refusaient de considérer que l'histoire de la Chine puisse être aussi ancienne. Il y avait donc un certain parti pris. C'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les archéologues chinois. Alors que les archéologues chinois, qui travaillaient sous leur direction, sous la direction des Occidentaux, eux, étaient d'accord de considérer a priori que peut-être que les historiographes avaient raison. Donc il y avait un petit conflit là qui
a fini par céder devant les réalités archéologiques, mais pendant longtemps, l'archéologie occidentale a refusé de reconnaître l'existence historique des Sia. Ouais. Alors, les Sia et cette capitale, racontez-nous un petit peu leur splendeur finalement. Oui. Bon, d'abord, on parle toujours de dynastie. Ce qui suppose un empire, un royaume. En fait, au départ, le territoire est assez restreint par rapport à la Chine, à savoir finalement le sud d'une région et l'ouest et le centre d'une autre région. Ce qui fait une surface quand même pas mal. Hein. Globalement, oui. À l'échelle de la Chine, c'est pas énorme, mais à notre échelle, c'est beaucoup. Ça fait quoi à peu près pour qu'on ait une idée de comparaison? Écoutez, là... beaucoup plus grand que la France, de toute façon. C'est certainement, oui, ça vaut bien la France. Hein. Voilà, oui. Ce qui est pas mal. Hein. De toute façon, de toute façon, c'est centré sur encore une fois, la vallée du fleuve jaune. Ce qui fait qu'on peut dire finalement que l'origine de la civilisation chinoise, c'est la vallée du fleuve jaune. Ce qu'il faut ajouter, c'est que cette première civilisation est le résultat de toute une série d'influences, et notamment influence des cultures du Sud, puisque comme je vous le disais, il y a eu de tout temps de nombreux échanges entre le Nord et le Sud, et même... Parce qu'en Chine, il faut aussi opposer deux types de populations. Les populations sédentaires, les agriculteurs, les éleveurs de la vallée du fleuve jaune, et puis ceux qui, tout au long de l'histoire chinoise, vont donner bien du tracas aux Chinois et à leurs empereurs, ce sont les nomades. Les nomades qui sont aux frontières, qui entourent la Chine et qui de temps en temps se décident à y pénétrer et à venir goûter un peu de civilisation. Mais indépendamment des conflits qu'il a pu y avoir entre ces deux types de peuples, il y a eu aussi énormément d'échanges commerciaux. Et il est intéressant de dire d'ailleurs que ces échanges commerciaux ne se limitaient pas à la région, je dirais, de la Grande Chine, mais également avec d'autres régions, comme les régions carrément à l'ouest et jusque probablement au Proche-Orient. Décrivez-nous un petit peu, ce que l'on sait d'Erlitou, la capitale de cette dynastie des Xia. Oui, en fait, on y a relevé les traces d'une cité fortifiée et d'un palais. Dans cette cité fortifiée qui était donc dirigée par un roi assisté de quelques familles, donc c'était vraiment une aristocratie en place. Tout à fait. On a trouvé des objets tout à fait caractéristiques, dont notamment les premiers objets en bronze. Le bronze commence avec les Sia. Oui. Alors que donc là on est à quelle période à peu près? Là on est aux alentours de 1700 avant Jésus-Christ. 1700 avant Jésus-Christ. Entre 1700 et 1500 à peu près. Pour avoir un élément de comparaison, en Occident, à cette même période, on en est où? Ça dépend un petit peu où, mais disons que dans nos régions, nous en sommes à l'arrivée des Celtes à peu près. D'accord, voilà, pour qu'on sache à peu près, qu'on ait une idée de la chronologie, d'accord. Alors, Erlitou, donc enceinte fortifiée, palais. Déjà, on sent qu'il y a une évolution peut-être plus rapide en Chine qu'en Occident. Juste pour faire un élément de comparaison, qu'on puisse, voilà. Oui. Non, je ne dirais pas qu'elle est plus rapide. Je dirais même sous certains aspects, elle est moins rapide. Et notamment, je vais prendre deux exemples. Un exemple en rapport direct avec Erlitou et la dynastie des Xia, c'est l'apparition du bronze. Parce qu'en fait, le bronze apparaît en Chine assez tardivement. Je dirais que pour donner des points de comparaison, pour la Chine, c'est moins 1600 à peu près, entre moins 1700 et moins 1500, disons, moins 1600. Et au Proche-Orient, on a du bronze dès 2800 avant Jésus-Christ. Donc, à ce niveau-là, la Chine a un certain retard. Au niveau de l'écriture également, d'une
pourrait être un retard, mais d'autre part, on constate par les dernières découvertes que l'écriture chinoise est peut-être bien plus ancienne que ce que l'on imaginait. Bon, mais disons que au niveau d'une écriture structurée, l'écriture chinoise apparaît sous les Shang, c'est-à-dire aux alentours de 1200 avant Jésus-Christ, alors que, par exemple, en Égypte, l'écriture apparaît dès 3500 avant Jésus-Christ, si pas 4000. Mais il faut comparer ce qui est comparable, parce que on vient de découvrir en Chine des pictogrammes qui semblent bien être une écriture et qui remontent, eux, à 8000 avant Jésus-Christ. Ce qui est énorme quand même. Oui, c'est énorme, oui. C'est énorme, mais bon, j'ai pas encore de détails parce que l'annonce a été faite, mais il n'y a pas encore d'études détaillées qui ont été faites sur ce sujet. Alors, est-ce qu'il s'agit vraiment d'une écriture, ou bien est-ce qu'il s'agit de simples signes mnémotechniques? Ça, on n'est pas encore capable de le dire. Parce qu'une écriture, ce sont des signes, mais c'est aussi une organisation de ces signes. Voilà, et qui traduisent des concepts abstraits. Voilà, oui, tout à fait. Mais disons qu'au niveau de l'écriture constituée, elle est en retard, apparemment, par rapport à d'autres cultures, comme la civilisation égyptienne. Est-ce que, Jacques Gossard, l'archéologie au sein du gouvernement chinois est une priorité ou pas plus que ça? Est-ce que l'archéologie doit, d'après eux, doit servir à mettre en avant la Chine sous ses meilleurs aspects? Vous voyez, est-ce qu'il y a une manipulation politique, comme tous les gouvernements l'ont fait d'ailleurs, de toute l'époque, ou alors est-ce qu'il y a une vraie volonté de découvrir leur histoire? Je crois sincèrement que, bon, d'abord il faut savoir que l'intérêt des Chinois pour leur histoire a existé de tout temps. Je dirais que c'est dans leur gène. Bon, évidemment, au XVe, XVIe siècle, on ne parlait pas d'archéologie, on parlait de collectionneurs. Collectionneurs dont les collections étaient alimentées, comme partout, par des pillards. Pillards qui était en Chine une véritable institution d'ailleurs. Oui, et d'ailleurs qui faisait ça au grand jour, sans être inquiété. D'ailleurs, j'ai lu dans votre dossier que certains venaient construire leur maison à côté de la tombe qu'ils allaient piller pour pouvoir être près du boulot, quoi. Tout à fait, oui. C'était logique. C'est plus commode en même temps. C'était tout à fait logique, oui. Mais ça, c'est l'esprit pratique et pragmatique des Chinois. Oui, c'est vrai, on peut le dire comme ça. Donc, il y a... Bon, alors, ces collectionneurs, qui étaient évidemment par définition riches, et c'était même l'empereur à certains moments. Certains empereurs ont une véritable passion pour les collections d'objets antiques. C'était bien sûr... bon, il y avait l'aspect, je dirais, pécuniaire, peut-être, mais il y avait également un réel souci, un réel amour de connaître la civilisation, la civilisation chinoise. Donc, il y a cet aspect fondamental. Ceci étant, les véritables fouilles archéologiques, le travail archéologique proprement dit, date à peu près du début du XXe siècle, avec l'arrivée d'un certain nombre de savants occidentaux qui ont formé une première école d'archéologie chinoise. C'est très récent finalement. Hein. Oui, ça date. Bon, les grandes découvertes, c'est les années 1920. Avec notamment Teilhard de Chardin, qui est un des découvreurs de l'homme de Pékin, comme on le sait. Jacques Gossard, excusez-moi de vous interrompre, mais une pause, et pour continuer à bien découvrir et à bien comprendre cette civilisation, cette dynastie Xia, on parle le roi de Yu. C'est comme ça qu'on dit, hein? Yu, pardon, excusez-moi. Yu le Grand. Voilà, Yu le Grand, qui était un personnage fascinant, roi sorcier, très étrange, très fort, intelligent visiblement. Vous nous découvrirez vous nous ferez découvrir ce personnage haut en couleur sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange.
Jacques Gossard de la revue Cadat sur Sud Radio dans les aventuriers de l'étrange est mon invité ce soir pour parler des origines de la Chine avec ses points d'ombre, ses points de lumière comme dans l'histoire de toutes les civilisations. On parlera des mystères qui entourent, que l'on a découvert plutôt dans l'histoire de la Chine. Jacques Gossard, tout à l'heure, vous nous avez brossé de manière assez large le portrait de la civilisation Xia qui a été, pour ainsi dire, fondatrice de la civilisation chinoise. Et au sein de cette dynastie Xia, il y a Yu le Grand, un roi mythique. Oui, mythique, mais peut-être pas si mythique que ça. Je vais prendre un exemple. D'après les traditions, la culture, la dynastie Xia commence avec Yu le Grand, puisqu'il est le fondateur de la dynastie, en 2207 avant Jésus-Christ, ce qui est quand même assez précis. Et les données archéologiques, finalement, ne font que confirmer cette date, peut-être pas de 2207. En fait, la date archéologique est légèrement postérieure, mais on est dans la même fourchette. Oui, ce qui est pas mal, d'ailleurs. Oui. Bon, si la date est relativement précise, peut-être aussi que Yu le Grand a existé. Bon, ceci étant, d'après les données de la tradition, Yu le Grand, fondateur de la dynastie des Xia, est effectivement un personnage assez extraordinaire. Et a commencé par sa naissance, parce que il n'est pas né comme tout le monde. En fait, il est né du corps de son père qui s'appelait Gun, et qui avait été tué par le souverain précédent, parce que il n'avait pas réussi la mission qui lui avait été confiée. Et alors qu'on dépeçait le cadavre du père, eh bien, Yu est sorti de ce cadavre, et est devenu, au fil du temps, ministre du roi qui avait fait tuer son père. Et il a eu, c'était un personnage très intelligent, brillant visiblement, et versé dans plein de domaines. Oui, à commencer par ce que j'appellerais le domaine hydraulique, parce que un des grands problèmes de la dynastie, c'était les crues du fleuve Jaune. Ça aussi, d'ailleurs, c'est un élément historique, parce que de tout temps, les paysans de la vallée du fleuve Jaune ont dû faire face à des crues très dévastatrices. Et Yu a, comme ministre, puisqu'il est devenu ministre, a eu comme mission de reprendre la lutte, elle existait déjà, cette lutte avait été entamée depuis pas mal de temps, mais inefficace. Assez inefficace malgré tout, et il a donc repris cette lutte contre l'élément liquide, donc contre les crues du fleuve Jaune, et même un véritable déluge qui, selon la tradition, recouvrit toute la Terre. Bon, alors, c'est peut-être pas la Terre telle qu'on la connaît, c'est la Terre qui était connue par les Chinois de l'époque, c'est-à-dire probablement la région de la vallée du fleuve Jaune. Et ce que Yu a fait, c'est non seulement faire ce que les autres avaient fait avant lui, c'est-à-dire construire des digues, mais également, et parce que les digues finissaient par s'écrouler, il a mis au point un certain nombre d'autres techniques, dont le dragage des cours d'eau et le creusement de canaux pour détourner les crues. Ça, c'est sa grande innovation. Alors, ça lui a pris évidemment pas mal de temps, mais il s'est consacré à sa tâche de manière intensive. On dit qu'il avait tellement de travail qu'en 10 ans, il est passé 3 fois seulement devant sa maison et qu'il n'est même pas rentré. Bon, ceci étant, et ça c'est quand même une caractéristique de tous les grands personnages mythiques de la Chine, et d'ailleurs d'autres pays que la Chine, mais spécialement en Chine, mais il a inventé à peu près tout. Pour vous donner quelques exemples, il a inventé la musique, il a inventé la métallurgie, et également il a mis au point un système de calendrier divisant l'année en 4 saisons. Ça, ce sont ses grandes inventions. Oui. Il a fabriqué des armes également. Il a fabriqué des armes, effectivement, parce que
ça, il a eu, je dirais, il a été aidé un petit peu parce que, en fait, un jour, il a reçu la visite de tribus voisines, représentées par ce que l'on appelle dans la tradition les 9 pasteurs, donc des gens qui venaient de l'extérieur de la Chine sédentaire. Oui. Et il a reçu du bronze. Il a reçu du bronze, ce qui lui a permis de fabriquer d'une part des armes qui lui ont été bien utiles par la suite, parce que, bon, jusque-là, on utilisait un peu de cuivre et surtout de la pierre, donc les armes là étaient nettement plus efficaces, et surtout, parce que ça c'est très important au niveau symbolique, ça lui a permis de fabriquer les 9 chaudrons tripodes, 9 chaudrons tripodes qui sont les véritables talismans de la dynastie. Et qu'on va retrouver tout au long de la civilisation chinoise. Alors, quelle est la particularité de ces 9 chaudrons, justement? Alors, ces 9 chaudrons sont en fait en possession du souverain. Oui. Et ils sont le garant je dirais, de la légitimité de ce souverain. Mais le souverain n'est pas véritablement élu à vie, c'est-à-dire qu'il reste sur son trône à certaines conditions. Et la condition première, c'est qu'il doit être vertueux, c'est-à-dire agir en souverain équitable et avoir ce que l'on appelle, cette chose assez difficile à définir, que l'on appelle la vertu. Mais enfin, on peut imaginer de quoi il s'agit. Tant que le roi est vertueux, les chaudrons restent près de lui et lui garantissent sa certaine légitimité. Protection et légitimité. C'est une sorte de protection, c'est un talisman, ce sont des talismans. Mais à partir du moment où le souverain perd sa vertu, les chaudrons deviennent légers, et tellement légers qu'ils s'envolent. Ils quittent le souverain, qui n'a plus ses talismans et à ce moment-là est à la merci de n'importe quelle révolte. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs au cours des différentes dans l'histoire des différentes dynasties. C'est que à la fin des dynasties, toutes ces dynasties se sont terminées de la même manière, c'est-à-dire qu'elles étaient dirigées par des tyrans qui ne pensaient qu'à leur satisfaction personnelle et qui en général inventaient des supplices tous plus horribles les uns que les autres. Et les chaudrons les quittaient, et à ce moment-là, ils étaient vaincus par le fondateur de la dynastie suivante. Dites-moi, Jacques Gossard, vous avez noté, enfin, c'est dans le mythe concernant le roi Yu le Grand, j'imagine, qu'il était considéré comme roi sorcier. Oui, c'est-à-dire qu'il était également chaman. Et c'était un chaman, donc il avait été initié en fait comme tous les rois de cette époque. Et d'ailleurs, c'est une notion qui restera par la suite. Le roi n'est pas seulement le chef du temporel, c'est aussi quelqu'un qui est expert en matière spirituelle. Donc il a une relation privilégiée avec le ciel et avec les esprits. Et Yu avait reçu une formation de chaman et donc était sorcier et pratiquait ce que l'on appelle la danse sacrée. C'est-à-dire qu'il entrait en transe, quoi. Il entrait en transe, oui. Et tous les rois, enfin tous les rois ou empereurs plus tard avaient cette initiation, cette connaissance. Oui, ils avaient une connaissance, ils avaient une initiation religieuse, effectivement. Ça, oui. Et par définition, d'ailleurs, ils étaient dénommés les fils du ciel. Donc c'était vraiment eux qui étaient représentants du ciel sur la terre. Alors là, Jacques Gossard, vous nous avez plongé dans le côté mythique, évidemment, de cet homme, Yu le Grand, mais il y a, j'imagine, des preuves archéologiques qui viennent confirmer tel ou tel autre propos. Le fait que c'était un roi chaman, par exemple, le fait qu'il a réellement travaillé à endiguer les crues dévastatrices du fleuve Jaune. Qu'il ait créé le bronze et la musique, ça laisse un petit peu plus dubitatif, mais qu'est-ce que l'archéologie vient confirmer finalement? Déjà son existence. Bon, alors, son existence, la première chose à dire, c'est que apparemment la dynastie des Xia est née aux alentours de 2000 avant Jésus-Christ, archéologiquement parlant.
c'est la date qui 2200 avant Jésus-Christ. C'est la date qui est donnée par la tradition. Oui. Alors, évidemment, on n'a pas retrouvé d'inscription mentionnant le nom de Hugh le Grand. Mais de toute façon, il a bien fallu un fondateur, il a bien fallu un premier roi. Et pourquoi ce roi ne se serait-il pas appelé Hugh le Grand? Bon, ça c'est une première chose à dire. La deuxième chose à dire, c'est que finalement, Hugh a fait deux grandes choses, à part la musique, mais ça, l'invention de la musique, mais ça, on n'en a pas de preuve. Mais c'est sa lutte contre les inondations. Ça correspond à un fait bien réel, puisque à l'époque, comme bien plus tard, les agriculteurs chinois de la région ont dû lutter contre les crues du fleuve Jaune. Ouais. Donc, c'est en quelque sorte un résumé, si vous voulez, les travaux de Hugh le Grand à ce niveau-là peuvent être pris comme un résumé de ce qui s'est passé à cette époque, lorsque tout un peuple travaillait à essayer d'endiguer les crues du fleuve Jaune. Donc c'est une sorte de symbole, si vous voulez. Oui, tout à fait. Le troisième élément, c'est le fait que Hugh le Grand aurait inventé, sinon le bronze, tout au moins le travail du bronze. Ça correspond également aux données archéologiques, puisque les premiers bronzes apparaissent à cette époque-là. Oui. Et il y a un élément dont j'ai pas encore parlé, c'est je dirais le changement de régime pour l'élection du successeur. Jusque-là, les traditions nous disent que le roi était élu. Donc, il n'y avait pas de tradition héréditaire. Ouais. C'était pas une question de se passer la couronne de père en fils. À partir du moment où on quitte le néolithique, et ça les données archéologiques le prouvent, on passe d'un système d'élection par la tribu à un système de transmission héréditaire. Ouais. De la couronne. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans l'histoire de Hugh le Grand, puisque Hugh lui-même n'était pas le fils du roi précédent, il avait été élu, alors que le fils de Hugh, lui, a accédé au trône. Donc à partir de Hugh, ou plutôt du fils de Hugh, le trône devient une question héréditaire. Donc là, on a quand même un certain nombre de concordances sur des points très très importants finalement, puisqu'on parle de techniques métallurgiques, on parle d'agriculture, de système d'agriculture, on parle de système d'organisation politique. Ce sont les choses qui sont quand même fondamentales, et on les retrouve aussi bien au niveau archéologique qu'au niveau mythologique. Mais pas de traces concrètes écrite de Hugh le Grand, c'est-à-dire mention du nom de ce roi mythique, quelques lignes ou un tombeau, que sais-je. Non, ça on ne retrouve pas. Non. Non, ce qu'on retrouve, la seule chose qu'on retrouve, ce sont des allusions, l'allusion à Hugh le Grand dans les textes classiques. Textes classiques qui sont évidemment rédigés au départ de tradition orale. Mais je dirais qu'on n'a pas retrouvé le tombeau de Hugh avec son nom inscrit quelque part. Oui. Avec la trace de sa vie, de ses faits, de ce qu'il a réellement fait ou défait. Non. Donc il faut dire que à cette époque-là, je parlais de l'écriture tout à l'heure, on n'a pas encore une écriture structurée. L'écriture va apparaître plus tard, sous la deuxième dynastie royale, celle des Shang, et cette écriture ne va concerner au départ que des pratiques divinatoires. Mais donc rien à voir avec des textes d'histoire. Pour avancer plus rapidement, comment a évolué en grandes étapes, puisqu'après nous allons passer à ce que j'appellerais les mystères liés à l'histoire de la Chine, pour en arriver à la tradition chinoise que l'on connaît maintenant. Après la dynastie des Xia, il y a eu ensuite une autre grande dynastie, les Shang, c'est ça? Les Shang, oui. Oui, alors en fait, selon la tradition,
comme je vous le disais, à la fin de la dynastie des Xia, le roi était devenu tellement indigne de régner qu'il a été renversé par un autre chef de clan, le clan des Shang. Et donc, selon cette tradition, aux alentours de 1700 avant Jésus-Christ, les Shang ont succédé aux Xia. Donc ça c'est, je dirais, au niveau de la tradition. Maintenant, si on regarde au niveau de l'archéologie, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a eu ce changement de dynastie par un peuple venant de l'Est. Et la seule différence par rapport à la tradition, c'est que apparemment, les choses ne se sont pas passées, je dirais, la succession ne s'est pas passée aussi simplement que dans la tradition. En fait, il y a eu fort probablement une série de batailles et une émergence petit à petit des Shang par rapport aux Xia. Ouais. Avec une coexistence qui n'a pas dû être pacifique tous les jours. Non, j'imagine bien. Ouais. Et après la dynastie des Shang, quelle est l'autre dynastie que l'on connaît qui a pris la suite? Alors la troisième, c'est celle des Zhou. Ouais. Qui elle est plus connue, mais je dirais que là on quitte un petit peu le domaine du mystère, parce que plus on avance dans le temps, évidemment. Plus on connaît les dynasties. Et ça, c'est dû au fait aussi que les premiers textes, véritables textes racontant les annales, datent à peu près du Xe siècle, ce qui correspond à la dynastie des Zhou. Bien. Jacques Gossard, une pause, et ensuite nous allons, si vous le voulez bien, entrer dans les mystères liés à l'histoire de la Chine, et vous allez nous parler de certains cousins des Amériques. C'est un mystère tout à fait étonnant. Vous allez voir que il y a quelques révélations, il y a quelques faits historiques que j'ai découverts à travers votre dossier dans la revue Kadat qui m'ont absolument fasciné. À tout de suite. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. Jacques Gossard, en direct de la Belgique, est mon invité ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Car il est le rédacteur de la totalité de la revue Kadat concernant les origines de la Chine. La revue Kadat, vous pouvez vous la procurer sur le site kadat.be, kadath.be. 9 €, franchement, plus le port, ça n'est pas cher. Vous allez découvrir un dossier fascinant sur l'histoire de la Chine et plusieurs de ces mystères. Évidemment, chaque civilisation a en son sein des mystères concernant ses origines. Et j'aimerais que on commence par celui que je trouve le plus fascinant, les cousins d'Amérique. Les éventuels cousins d'Amérique des Chinois. Alors, on a parlé évidemment des Vikings qui seraient peut-être allés aux Amériques avant tout le monde. On a peut-être parlé des Égyptiens, certains ont cité d'autres peuplades. Mais concernant les Chinois, j'avoue qu'il y a des éléments très très troublants. Mais replaçons le contexte dans son histoire. Les cousins d'Amérique, Jacques Gossard. Alors, en fait, nous sommes aux alentours de 1200 avant Jésus-Christ. En Chine, c'est la dynastie des Shang qui va tout doucement se terminer, alors que bien loin de là, en Amérique centrale, une autre civilisation va émerger très soudainement, c'est la civilisation des Olmecs. Cette civilisation des Olmecs est un des grands mystères de l'archéologie précolombienne, parce que elle apparaît de manière très brutale dans un environnement qui est un environnement néolithique. D'ailleurs, l'archéologie le dit textuellement, c'est la soudaine apparition de la civilisation olmèque dans toute sa splendeur. Donc, si vous voulez, avant il n'y avait rien, il y avait des pauvres néolithiques, et tout d'un coup, on trouve une civilisation qui sort toute armée d'on ne sait où. Bon, ça c'est le premier problème. Donc, je dirais les chercheurs se disent, à partir du moment où une civilisation apparaît ainsi avec toutes ses caractéristiques, sans évolution,
c'est que il y a eu une influence extérieure. Clairement. Enfin, bon. Oui. Quelle peut être cette influence extérieure? Et là, en examinant les caractéristiques, un certain nombre de caractéristiques de cette civilisation olmèque, on s'est aperçu que la civilisation qui présentait le plus de traits communs avec les Olmèques était celle des Shang, qui apparut donc quelques siècles avant la venue des Olmèques, puisque en 1200, on est à la fin des Shang et donc au début de la civilisation olmèque. Ça, c'est important. Les Shang, donc en Chine, arrivent à leur fin. Il va y avoir conflit, évidemment, et prise de pouvoir par la nouvelle dynastie. Oui. Et très peu de temps après, il y a l'apparition de cette civilisation olmèque aux Amériques. Voilà, c'est très important d'avoir ça dans l'idée. Oui. Alors, la première, évidemment, on va venir tout de suite à une comparaison, si vous le voulez bien, entre les deux civilisations, mais la première objection qu'on peut faire, c'est, oui, mais enfin, entre la Chine et l'Amérique centrale, il y a un énorme océan, qui est l'océan Pacifique, et à cette époque-là, on était incapable de franchir une pareille distance. Alors ça, c'est une idée tout à fait préconçue. Parce que, en fin de compte, en général, on ne le sait pas, mais les premières expériences maritimes de haute mer, donc les véritables voyages en haute mer, sont bien antérieurs à cette époque-là. Je prends deux exemples, un grand et un petit, si vous voulez. C'est la colonisation de l'Australie. L'Australie qui a été envahie par l'homme au paléolithique moyen, donc en pleine préhistoire, aux alentours de 40 000, 50 000 avant Jésus-Christ. Et d'autre part, le deuxième exemple le plus proche de nous, et ça c'est une découverte assez récente, ce sont des traces de campements humains qui ont été découverts à Chypre, et qui sont datés de 10 000 avant notre ère. Et ces campements humains, en fait, ont été laissés par des marins venant de Turquie ou de Syrie. On a trouvé suffisamment d'éléments pour être certain de la chose. Donc, en 10 000 avant Jésus-Christ, on était capable de voyager en haute mer, et même en 40 000 avant Jésus-Christ. Alors, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est peut-être les possibilités techniques. Eh bien, ces possibilités techniques, d'abord, il faut un bon bateau. Oui. Et ça, les populations néolithiques en avaient. On a retrouvé suffisamment d'éléments pour dire que, par exemple, ce qu'on appelle le canoë océanique était bien adapté à la navigation en haute mer. D'autre part, lorsqu'on est au milieu de l'océan Pacifique, il faut pouvoir s'orienter. Alors là, on a deux possibilités. La première, c'est de se fier aux étoiles. Et ça, mon Dieu, en principe, tous les marins savent plus ou moins lire la carte du ciel, donc il y a moyen de s'orienter. Mais ce qui est plus intriguant quand même, c'est la possibilité pour ces Chinois de 1200 avant Jésus-Christ d'avoir possédé la boussole. Bon, on sait que la boussole, au départ, est une invention chinoise, mais on situe l'apparition des premières boussoles chinoises bien plus tardivement. Disons qu'en extrapolant un peu, on peut dire que quelques siècles avant Jésus-Christ, les Chinois connaissaient la boussole. D'accord. Seulement, parmi les éléments intrigants retrouvés en Amérique centrale, production donc de la civilisation olmèque, on retrouve également un curieux petit instrument que l'on appelle le fragment M60. Oui, poétique comme nom. Pardon ? Poétique comme nom. Oui, fragment M160, pardon. 160. Et qui est une barre de magnétite qui est probablement l'ancêtre de la boussole. D'accord. Donc, ça veut dire, si l'on accepte le fait que et donc, cela veut dire que les Shang auraient eu non seulement des embarcations tout à fait valable pour se balader en plein océan Pacifique, mais qu'en plus ils auraient possédé la boussole.
ce qui simplifiait quand même un petit peu les choses. Ouais. Mais encore fallait-il savoir ce qu'il y avait de l'autre côté de l'horizon, parce que même avec une boussole, partir tout droit, on n'est pas sûr d'arriver quelque part. Oui, mais écoutez, c'est ce que je pense, aussi. C'est ma première impression. Seulement, ouais. Vous comme moi, nous avons des réflexes de terriens. C'est-à-dire que face à la mer, nous voulons bien monter dans le bateau, mais à condition de savoir qu'on va arriver quelque part. Voilà. Bon, mais j'ai discuté assez longuement avec pas mal de vrais marins. Et qui se sont penchés un petit peu sur la question. Et je dirais que l'état d'esprit est un petit peu différent pour un vrai marin, surtout de cette époque-là. Il n'est pas nécessaire d'espérer une terre pour entreprendre la traversée. C'est un petit peu différent comme expression, comme mentalité. Un autre mode de pensée, d'accord. Oui. Ceci étant, il faut savoir aussi pourquoi on prend la mer. Est-ce qu'on prend la mer pour partir à la découverte d'autre chose, par curiosité, je dirais, intellectuelle ou de découverte, ou bien est-ce qu'on prend la mer parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce qu'on ne peut pas rester sur la Terre. Ah, est-ce qu'il y a autre chose là? Voilà. Et je dirais que dans l'hypothèse défendue ici, c'est plutôt la deuxième hypothèse qui est à prendre en considération, parce que, rappelons-le, nous sommes à la fin de la dynastie des Shang. Donc, la dynastie a été battue à plate couture par les successeurs, et tous ceux qui ont été plus ou moins compromis dans le cadre de l'ancien pouvoir ont dû s'exiler. Ouais. Où pouvaient-ils aller, sinon prendre la mer? Parce qu'en dehors de ça, c'était leur seule planche de salut, dirais-je, c'était de prendre la mer et de s'exiler ailleurs. Donc vous êtes en train de nous dire que à l'occasion d'un renversement politique, de troubles dans le pays, tous les dignitaires et peut-être évidemment leurs familles, leurs proches, etc. Enfin, il y a eu une véritable migration de Chinois, de la Chine, vers l'Amérique centrale, et donc seraient arrivés avec tout leur savoir, leurs connaissances, leurs coutumes, etc., leur écriture, leur style, leurs armes, et auraient fondé avec les autochtones qu'ils ont découverts là-bas, la civilisation Olmec. La civilisation Olmec, exact. Et j'ajouterais que c'était probablement pas une poignée. Cette migration a semble-t-il été importante. D'après les estimations des chercheurs qui se sont penchés sur la question, mais je dois avouer que je suis un petit peu sceptique quand même, mais bon, je vous donne le chiffre pour ce qu'il vaut. Ce serait à peu près 250 000 personnes qui auraient pris la mer. Donc, c'était quand même un exode assez important. Ah, c'est carrément une armada, beaucoup plus qu'une armada. Oui. Voilà. 250 000 personnes. Oui. On est quand même à moins 1200, à 1200 avant Jésus-Christ, là. Exact, oui. Donc, pour traverser tout l'océan Pacifique, arriver en Amérique centrale, avec tous les déboires, les aventures, les aléas que cela suppose, évidemment, à cette époque-là, et donc on participait à fonder la civilisation Olmec. Mais admettons, 250 000, ça me paraît beaucoup. Mais c'est beaucoup. Disons que pour être même plusieurs milliers, qui prennent pied sur cette terre, qui transmettent leurs connaissances, il y a quand même des traces beaucoup plus évidentes de l'écriture, des signes et des idéogrammes, non? Tout à fait. Et justement, un des traits communs, on parlait des traits communs tout à l'heure, le premier, le plus caractéristique, de ce trait commun entre les Shang et les Olmecs, c'est justement l'écriture. C'est ainsi qu'on retrouve des caractères de nature pictographique Shang sur des inscriptions, sur des objets Olmec. Donc des inscriptions Olmec sont clairement des inscriptions chinoises Shang. Et on retrouve même sur des haches votives Olmec les noms d'ancêtres et de rois de la dynastie Shang. On lit, je dirais, des textes clairement, sans ambiguïté, qui signifient quelque chose, des choses connues, sur des objets Olmec. Donc, est-ce que dans le monde scientifique, c'est l'hypothèse qui tient la corde, ou on est encore quand même un petit peu sur des œufs?
Oh là là, vous savez, non. La plupart des américanistes refusent carrément d'envisager ce genre d'hypothèse. Hein. Oh oui, c'est une hypothèse. Ah bon, ouais. Ah oui, non, c'est une hypothèse qui n'est pas admise par tout le monde. Hein. Non, mais vous savez, les américanistes ont résisté pendant très longtemps aux évidences des découvertes archéologiques. Hein. On pensait que l'Amérique avait été colonisée en 6000 avant Jésus-Christ par des gens qui étaient passés par le détroit de Bering. Mm-hmm. Et on a gardé cette date de 6000 avant Jésus-Christ pendant très longtemps, et ce, en dépit des nombreuses découvertes qui avaient été faites et qui montraient que l'homme était présent bien avant 6000 avant Jésus-Christ. Et malgré ça, on en était toujours à parler de cette date-là. Donc il y a de la résistance, mais ça c'est bon. Je dirais que c'est humain, c'est toujours pareil, hein, et c'est dans tous les domaines. Avant qu'une nouvelle théorie, surtout aussi bouleversante que celle-là, soit acceptée par l'ensemble de la communauté, il faut pas mal de temps. Oui, en même temps, je vois pas ce qu'elle a de bouleversant. C'est une histoire d'homme, d'être humain, tout simplement. Et c'est plutôt fascinant même. Enfin, l'homme est capable de réaliser des prouesses, surtout quand il est en danger. Oui, mais tout à fait. Tout à fait, mais il y a des théories en place. Bon, pour continuer à parler de la Chine et de l'Amérique, il y a une étude actuellement qui fait grand bruit depuis l'année passée. C'est le fait qu'un amiral chinois de la dynastie des Ming, donc au XVe siècle, et de toute façon avant Christophe Colomb, aurait abordé en Amérique. C'est paru en Amérique l'année passée. Je crois que ça vient d'être traduit maintenant en français. Ça fait grand bruit, mais évidemment, c'est très très controversé. De toute façon, on est certain maintenant que le pauvre Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique. Non, il a rien découvert du tout. Non, le pauvre. Non. Pour les Vikings, ça commence à être admis. Mais pour les Chinois, là, il faudra encore du temps. Bon. Jacques Gossard, en tout cas, on va continuer avec vous après une petite pause. On va continuer à découvrir avec vous les mystères liés à l'histoire de la Chine. Et là, on va parler d'un objet fascinant, les disques BI, BI, si vous le voulez bien. À tout de suite. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. Les mystères de la civilisation chinoise, ou plutôt de l'histoire de la civilisation chinoise sur Sud Radio. Ce soir, dans Les Aventuriers de l'étrange, pour cette saison 3, avec Jacques Gossard, qui est le rédacteur d'un dossier très complet et fascinant pour la revue Kadat, d'un spécial consacré aux origines de la Chine. Jacques Gossard est en direct avec nous depuis la Belgique, puisque Kadat est une revue belge. D'ailleurs, je vous signale au passage qu'en allant sur le site kadat.be, donc Kadat, ça s'écrit KADATH.be, vous allez pouvoir vous procurer ce magazine ou d'autres magazines qui traitent tous de civilisations disparues. Jacques Gossard, parlez-nous maintenant des disques BI. Là, d'abord, on a parlé de l'éventualité que toute une partie de la civilisation, une partie de la population chinoise soit partie migrer comme ça aux États-Unis, en Amérique centrale au moins. Là, deuxième point historique intéressant, c'est les disques BI. C'est quoi un disque BI d'abord ? Alors, le disque Pi, c'est un objet qui est tout à fait caractéristique de la Chine, puisqu'on le trouve encore aujourd'hui, mais c'est un objet qui remonte au néolithique. Et les premiers apparaissent au 5e millénaire. Les plus anciens datent de 4800 avant Jésus-Christ. Ouais. Alors, un disque Pi, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un disque plus ou moins grand, plus ou moins petit, un disque plat, plus ou moins épais. Les moins épais font 1 mm, les plus épais font 5 cm. Et quant au diamètre, je dirais que les plus grands font à peu près 40 cm de diamètre. Et c'est un anneau. Oui, ces disques sont munis d'un trou central circulaire. Ouais. Mais un trou central circulaire qui doit être
dont le diamètre doit être dans une certaine proportion par rapport au diamètre du disque. À peu près la moitié. Enfin, il y a des variations, parce que quand on parle de disque pi, je dirais que c'est une famille, et là-dedans, il y a des disques un peu différents que l'on assimile au pi. Ouais. Alors, la plupart sont en jade, matériau noble s'il en est, et au départ, ces disques pi, donc les plus anciens, ne sont pas décorés. Donc imaginez-vous le disque simplement percé de son trou central. Et puis suite à l'évolution des choses, ce disque pi va d'une part commencer à être décoré, d'abord de pointillés, puis de motifs de plus en plus compliqués, et d'autre part vont apparaître des dentelures, des sortes de dents à la circonférence du disque. Ouais. Alors c'est évidemment pas facile à expliquer à la radio parce qu'il faudrait un petit dessin, mais imaginez-vous à écarter de 120 degrés, trois grandes dents, et dans l'espace entre ces grandes dents, de plus petites dents. Oui, des encoches, voilà, comme des encoches, sur la circonférence de ce disque. Voilà. Alors, ça en fait un objet qui laisse perplexe, quand on se dit, tiens, c'est assez étonnant, et en plus, assez... est-ce que c'est un objet qui était courant, rare? Dites-nous un petit peu sa fréquence tout au long de l'histoire de la Chine. Les premiers en 4800 avant Jésus-Christ. 4800 avant Jésus-Christ. Ouais. Bon, il est évident que au départ, je dirais que c'est un objet qui est quand même rare, ne serait-ce que parce qu'il est fait dans une matière précieuse, donc réservée à l'élite. Évidemment. Et que c'est une matière en plus qui est difficile à travailler, comme on l'a dit tout à l'heure. Oui, le jade. Et je dirais que ce disque pi peut être assimilé, et c'est comme ça qu'on le considère généralement, à une parure. On a d'ailleurs retrouvé des disques qui pourraient être l'ancêtre du pi et qui sont eux aussi datés du néolithique, bien entendu. Ouais. Donc au départ, ce serait un objet de parure, mais aussi un objet signe de richesse, de prestige et d'autorité. De toute façon, un symbole fort, puisqu'on le retrouve tout au long de l'histoire de la civilisation chinoise. Absolument. Donc, symbole fort depuis le départ. Absolument. C'est une des caractéristiques d'ailleurs de la civilisation chinoise, c'est d'avoir conservé un certain nombre de ces symboles et de ces caractéristiques propres tout au long de son existence. Oui, malgré le changement de dynastie. Et le pi actuellement, si vous allez en Chine, vous allez trouver des pis à vendre, et c'est toujours un objet qui est extrêmement recherché. Oui, ça continue encore. Oui, tout à fait. Alors, je suppose que les archéologues, en découvrant ces objets, évidemment se sont posé la question, à quoi ça servait et qu'est-ce que c'est? Voilà. Alors, l'archéologie moderne a une définition du disque pi que je vais vous donner sans commentaire, sans trop de commentaires. Pour l'archéologie moderne, le pi est la représentation, je dis lentement, la représentation dentée de la puissance des esprits. Voilà. Alors, moi, c'est une très jolie phrase, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça vous va pas, en tout cas. On sent bien que... Non, ça me va pas du tout. Alors, en fait, si on se base maintenant sur les historiographes, donc sur les textes traditionnels, eh bien, dans ces textes, on considère que le disque pi est un objet de divination. Un objet de divination et un objet lié au culte. Donc, manifestement, c'est un objet symbolique en rapport avec la religion. La forme du cercle, tout ça... Oui, ça peut être la représentation, par exemple, du ciel, qui traditionnellement en Chine est rond, et du soleil. Voilà. Mais ça va un petit peu plus loin, dans la mesure où on a retrouvé
dans les tombes, le matériel, le mobilier funéraire des tombes, des plus riches évidemment, dans ce matériel, on a retrouvé des disques Pi, associés d'ailleurs à un objet dont je parlerai tout à l'heure, qui est le tube Kong, qui est un tube assez trapu, de section ronde à l'intérieur et carré à l'extérieur. Comme un support sur lequel on reposait on peut poser le Pi. Oui. Voilà. Ouais. Et donc, manifestement, c'est un objet qui est également lié aux pratiques funéraires. Alors ça, c'est un aspect du disque Pi, mais de toute façon, c'est un objet symbolique, en rapport avec la religion, les symboles, etc. Ça, c'est incontestable. On est à peu près tous d'accord là-dessus. On peut être d'accord là-dessus. Qu'il y ait une dimension symbolique attachée à cette... Oui, mais je suis d'accord dans la mesure où c'est je dirais, une déviation par rapport à c'est peut-être une déviation par rapport à une utilisation qui était beaucoup plus pratique et scientifique au départ. D'accord. Alors, continuez votre démonstration. Cette hypothèse, elle est due, et ça, je croyais bien que je n'en fais pas, je ne suis absolument pas chauvin, mais elle est due à un Belge, et un Belge qui s'appelle Henri Michel, et qui a élaboré aux alentours des années 50, en 47 je crois, une théorie qui va à l'encontre de tout ce que je viens de vous dire, et qui considère que l'emploi de ce disque Pi est un instrument de visée astronomique. Un instrument de visée astronomique, c'est-à-dire d'observation du ciel? Exactement, d'observation du ciel, ou plus précisément du repérage de certaines étoiles par rapport à l'étoile polaire. D'accord. Alors, autrement dit, en plaçant le disque Bi devant soi, on se dit, tiens, par exemple, je vais mettre l'étoile polaire au milieu du cercle, c'est-à-dire comme si c'était le centre du cercle, et avec les dents, je tourne plus ou moins en degrés pour me caler sur les autres étoiles, et là je vois, c'est presque un repère de saison finalement. Oui, c'est un repère, c'est un repère astronomique, et vous avez effectivement très bien résumé la situation. Donc on emboîte le disque Pi sur le tube Kong. On tient l'objet à bout de bras, l'objet ainsi formé à bout de bras. On vise l'étoile polaire et apparaissent, en tournant l'ensemble, apparaissent donc certaines étoiles. On repère certaines étoiles dans les creux des dents. Qui sont à l'extérieur du disque. Cette hypothèse me semble assez facile à vérifier. Il suffit d'avoir un disque Bi et de constater si ça marche, tout simplement, non? Oui, mais effectivement, ça marche. Je sais pas, c'est peut-être un peu idiot ce que je dis, mais non, absolument pas. D'autant que certains disques Pi sont gravés d'une représentation de certaines constellations caractéristiques du ciel en Chine. Donc, il y a un lien, et dans les textes aussi, on fait référence à des liens astronomiques. Donc, il y a manifestement un lien avec l'astronomie. Ceci étant, d'abord, ça marche, mais ça marche à certaines époques. Ça marche à certaines époques et ça ne marche pas tout le temps non plus. C'est-à-dire c'est-à-dire que si l'on écoute les détracteurs, je vais prendre un exemple ici et le citer dans le texte, ce sera plus facile. Si les écoches ou les encoches, ou les indentations étaient réellement en relation avec les étoiles, les caractéristiques de Pi d'une même époque devraient être les mêmes, ce qui n'est pas le cas. Donc ça, c'est une première chose à dire. La deuxième chose à dire... Ce qui est recevable comme argument d'ailleurs. Tout à fait. La deuxième chose à dire, c'est que il y a les disques à indentation
Et puis, il y a aussi, comme je vous le disais, les disques tout simples, sans indentation. Sans rien dessus. Sans rien dessus. Et là, ça devient plus difficile, évidemment, à utiliser. Ceci étant, Henri Michel disait, je résume un petit peu, mais il disait que à ce moment-là, on opérait de la même manière, mais simplement, un certain nombre d'étoiles apparaissaient sur le pourtour du disque pi. La troisième hypothèse, et ça c'est peut-être à mon sens la troisième, je dirais, le troisième problème, et ça c'est à mon avis le plus important, concerne le fait que, comme vous le savez, la configuration du ciel dépend de l'époque. Bien sûr. Et donc, Henri Michel a choisi une certaine époque qui était 1300 avant Jésus-Christ. Et il a fait ses calculs au départ de la configuration du ciel en 1300 avant Jésus-Christ. Parce que, pourquoi est-ce qu'il a pris 1300 avant Jésus-Christ? Mais parce que, à l'époque, les plus anciens pi connus dataient de cette époque-là. Ouais. Mais maintenant, on sait que les disques pi sont bien antérieurs. 4800, et 4800. Ouais. Alors, la question, c'est, est-ce que ça marche toujours en 4800 avant Jésus-Christ? Et cela, à ma connaissance, l'étude n'a pas été faite. Donc je dirais que, à mon avis, il y a certainement une piste très intéressante, il y a certainement une part de vérité. Maintenant, la théorie doit être certainement revue en fonction de ce que l'on connaît actuellement de l'archéologie préhistorique et réadaptée en fonction de nouvelles observations. Jacques Gossard, je rappelle que vous êtes avec nous sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange pour parler des mystères liés à l'histoire de la civilisation chinoise, là en l'occurrence les disques bi, mais on sait que d'un point de vue historique et archéologique, que nos anciens, même des dates très reculées, s'intéressaient à l'observation des planètes. Il y avait déjà des éléments ou des outils pour pouvoir observer le ciel et comptabiliser les changements de constellations, par exemple. Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous savez, les plus anciennes traces, pour revenir un instant en Occident, les plus anciennes traces de notation astronomique datent de 30 000 avant Jésus-Christ. Ce sont des notations en rapport avec disons que c'est la mise au point d'un calendrier lunaire. Ça, ce sont les plus anciens. Donc, en 30 000 avant Jésus-Christ, les hommes préhistoriques observaient le ciel, observaient la Lune, et en tiraient déjà un calendrier. D'ailleurs, les plus anciens calendriers, quelle que soit la civilisation, sont lunaires, avant d'être solaires. Ce qui me fait dire d'ailleurs que, ce qui me conforte dans mon idée que le savoir était aux mains des femmes, et que c'était elle qui en fait gérait ces calendriers. Oui. En ce qui concerne maintenant et pour revenir à la Chine, les connaissances astronomiques en Chine, en fait les plus anciennes traces archéologiques datent de l'époque des Shang, mais si on veut en savoir plus, on doit encore une fois se replonger dans les traditions et dans les textes traditionnels. Dans les textes traditionnels, les rois, notamment les successeurs de Yu le Grand, vont parler en termes astronomiques. Il y a de véritables textes astronomiques qui sont d'ailleurs assez précis. Le roi donnant des consignes à ses collaborateurs astronomes pour aller observer tel astre, par exemple le Soleil, à tel endroit, à tel moment. Et ça correspond à des périodes caractéristiques en astronomie. Le seul problème, c'est que lorsqu'on fait des simulations de cartes du ciel, on s'aperçoit que finalement les configurations du ciel correspondent à des époques qui sont, encore une fois, préhistoriques. Et qui sont, en tout cas, bien antérieures à ce que l'archéologie nous apprend, c'est-à-dire que les débuts de l'astronomie sont datés des Shang. C'est bien antérieur à ça.
Ouais. Oui, donc ça pose problème quand même, parce que la préhistoire, bon. Oui, ça pose problème, oui et non, mais je dirais que moi ça ne me surprend pas parce que bon, les exemples sont nombreux. L'homme s'est intéressé depuis fort longtemps à l'astronomie et avait déjà des bonnes connaissances astronomiques. Ah, complètement. D'ailleurs, tiens, une petite parenthèse. Quittons quelques instants la Chine pour aller sur le continent américain. Sud-américain d'ailleurs précisément. Vous avez peut-être, alors je ne sais pas en Belgique, mais en France en tout cas, on voit commencer ce genre de bouquin à peupler les rayons des librairies. Le calendrier Maya et la corrélation avec ce calendrier Maya qui se termine en 2012, donc la fin de notre ère, la fin du monde pour les plus pessimistes, ou la fin de civilisation, etc., etc. Oui. Quelle est votre opinion? Vous en avez entendu parler? Oui, j'en ai entendu parler, oui. Oui. Je me prépare. Mais vous savez, mon jeu, ça ne m'impressionne pas trop parce qu'il y a une autre prévision qui dit que la fin du monde, c'est pour cette année-ci. Ah merde, pardon, excusez-moi. Ah. Oui. Donc, vous voyez, c'est embêtant. oui, non, j'en ai entendu parler effectivement, et bon, il est évident qu'on va avoir de plus en plus d'ouvrages là-dessus. Écoutez, moi, je suis toujours ouvert à toutes les hypothèses. Par définition, bon, c'est un peu mon métier. Hein. Oui, donc, complètement. Mais ceci étant, il y a eu tellement de prédictions déjà que... Oui. On verra. On verra bien de toute façon. Bon, tout ça pour dire que le calendrier Maya était quand même très précis. Voilà. Oui. Mais honnêtement, je ne peux pas vraiment donner un avis autorisé parce que c'est une spécialité que je ne maîtrise pas. Oui, non, mais c'était juste pour faire cette petite parenthèse. Donc, à l'heure actuelle, pour en revenir au disque B, donc, et à la civilisation chinoise, l'histoire de la civilisation chinoise sur Sud Radio, on n'est toujours pas d'accord les uns et les autres sur leur utilité, la manière de les utiliser, le symbolisme que ça représentait. On n'est toujours pas d'accord sur le disque B. Non, on n'est toujours pas d'accord. Il y a plusieurs hypothèses et l'hypothèse astronomique est une des hypothèses qui revient régulièrement d'ailleurs, mais je crois que ce qu'il faut faire avant tout, si on veut sortir d'un certain dialogue de sourds, c'est revoir toutes les données en fonction des nouvelles dates. Oui, tout à fait. Et se dire, en 4800, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Bon. Jacques Gossard, une pause. On va attaquer un mystère que je trouve excessivement fascinant, qu'on va appeler les boucles du général Chou-Chu, c'est ça? Oui, c'est ça. Hein? Et puis, une certaine épée qui a été découverte dans un complexe funéraire, celui de King Shinwangdi. Et là, franchement, pour employer un terme trivial, attendez-vous à du lourd. À tout de suite. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. Jacques Gossard, depuis plus d'une heure maintenant, nous sommes ensemble sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange pour découvrir avec vous les mystères liés à l'histoire de la civilisation chinoise à travers leur revue Kadat, dont d'ailleurs un numéro spécial est sorti consacré aux origines de la Chine, un numéro dont vous êtes l'auteur entièrement. Kadat, KADATH.be. C'est le site internet où vous allez pouvoir vous procurer ce magazine absolument fascinant. Et alors là, Jacques Gossard, gros dossier, les boucles du général Chou-Chu. Alors pourquoi j'entends les questions de ceux et celles qui sont derrière leur transistor, et pourquoi est-ce qu'ils nous bassinent avec des boucles d'un général? Voilà. Et pourtant, il y a de quoi dire. Alors, je vous laisse dire, justement. Alors, Chou-Chu est un général qui vit au IIIe siècle après Jésus-Christ. Ouais. Donc on a un petit peu quitté les origines. Mais enfin, on est quand même qu'au IIIe siècle après Jésus-Christ. Et on a retrouvé dans la tombe de ce général Chou-Chu, donc il était habillé, et parmi ces éléments de vêtements, on a retrouvé des boucles de ceinture. Des boucles de ceinture métalliques. Bon, jusque-là, il n'y a rien d'extraordinaire. Seulement,
ces boucles qui d'ailleurs étaient en bon état, à peine abîmées, à peine corrodées, ces boucles ont été analysées par un certain nombre de laboratoires chinois. Ouais. Et là, on s'est aperçu que ces boucles étaient faites dans un alliage d'aluminium et de cuivre. Alors là, attendez, d'abord la tombe date de quelle période à peu près? Du 4e siècle après Jésus-Christ. 4e siècle après Jésus-Christ. Après Jésus-Christ. D'accord, très bien. Et ces boucles sont donc en fait d'un alliage d'aluminium et de cuivre. Alors, c'est assez extraordinaire de trouver ce genre d'alliage à cette époque, parce que, il faut le savoir, cet alliage, il ne peut être obtenu que par des procédés que nous avons découverts assez rapidement, assez récemment. Ce sont des procédés modernes. Ah, complètement. Alors, là, on est dans le XXe siècle ou XIXe siècle, pas avant. Hein. On est dans le XXe siècle. Dans le XXe siècle, oui. Alors, le premier procédé, je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, mais simplement vous dire que le premier procédé consiste en une électrolyse. Oui. Donc, nous parlons d'électrolyse, donc nous parlons d'électricité. Voilà. D'une solution, d'une certaine solution, d'un certain nombre de produits. Donc, première technique, l'électrolyse. Deuxième technique, ce que l'on appelle la réduction thermique, c'est-à-dire le traitement par la chaleur, mais une chaleur qui doit monter à 1800 degrés Celsius. Pour fixer les idées, 1800 degrés Celsius, c'est la température de la partie basse d'un haut fourneau actuel. Et en comparaison, la température de fonte du cuivre est de 1100 degrés environ. Oui, le fer, donc, 1500 à peu près, grosso modo. Oui. Donc, dans un cas comme dans l'autre, on se trouve en présence de techniques de fabrication, il n'y en a pas d'autres, qui nécessitent des connaissances tout à fait pointues et tout à fait modernes. D'autant que parce qu'il y a eu des reconstitutions, des essais de reconstitution suivant la méthode thermique, d'autant que les proportions d'aluminium, on parle de 85% d'aluminium, nécessitent non seulement de connaître la technique, mais de la posséder de manière optimale. Parce que dans la reconstitution, on est arrivé à 30% d'aluminium. Oui, or là, on est à 85% d'aluminium. Alors, il y a une chose qui est certaine, deux choses qui sont certaines, c'est que les artisans de cette époque-là connaissaient au moins une de ces deux techniques, à moins qu'il y en ait une troisième, mais enfin, à ma connaissance, il n'y en a pas. Et la deuxième chose à dire, c'est que ces artisans connaissaient parfaitement leur technique parce qu'ils arrivaient à des résultats qui étaient tout à fait remarquables. Et la troisième chose que je devrais dire, c'est qu'ils ne devaient pas en être à leur coup d'essai, parce que pour fabriquer un matériau aussi difficile à obtenir dans le cadre de simplement une parure vestimentaire, qui est finalement une utilisation assez futile de la technique, bon, ça veut dire qu'ils devaient la posséder à fond. Et que donc, ils ont fabriqué d'autres objets dans cet alliage aluminium-cuivre. Probablement. Le problème, c'est que, à ma connaissance, on n'a pas trouvé d'autres objets similaires. Donc ça reste un cas isolé, et évidemment, on ne peut pas en tirer beaucoup de conclusions. Sinon que c'est ce qu'on appelle des pièces à conviction. Ce sont des pièces qui, lorsqu'elles sont isolées, ne peuvent pas déboucher sur une théorie générale. Et si vous voulez, pour élaborer une théorie, il faudrait en trouver d'autres. Oui, d'accord. Mais il n'en reste pas moins que ces pièces existent et qu'elles sont datées. Elles sont datées. Oui. Donc c'est que 4e siècle après Jésus-Christ, hein, on est d'accord? Oui. Donc c'est que il s'est trouvé un homme ou un groupe d'hommes qui, à cette époque-là, ont réussi à fabriquer ça. Tout à fait. Alors que, techniquement, ils n'en avaient pas les moyens. Absolument. Ils n'en avaient pas les moyens, officiellement. Oui.
Oui, mais bon, je vois, à moins qu'on plonge sur l'hypothèse extraterrestre tout de suite, comme ça résout le problème et on l'évacue. Je veux dire, là, il y a grosse question quand même. Oui, absolument, oui, tout à fait. Et c'est pas le seul exemple de technique en avance sur son temps. Ouais. Il y a cet autre objet. Alors, parlons. Oui. Alors ça, c'est encore mieux. Enfin, encore mieux. C'est aussi lourd, en tout cas. L'épée chromée du complexe funéraire de Qinshi-Huangdi. Voilà, merci. Oui. Je vous laisse le prononcer. Et alors, vous écrivez d'ailleurs dans votre magazine, enfin vôtre non, parce que vous êtes plusieurs rédacteurs, mais là en l'occurrence c'est le vôtre, parce que c'est vous qui avez fait le gros du travail, que cette épée est dans un musée, je veux dire tout à fait au vu et au su de tout le monde, que les gens en fait n'y accordent aucune importance. Elle est à l'entrée, les gens filent vers une autre salle pour aller voir d'autres choses peut-être plus spectaculaires, sans se rendre compte que là il y a une énigme extraordinaire. Alors, parlez-nous de cette épée. De quelle époque date-t-elle et pourquoi est-ce qu'elle est intéressante? Oui. Alors, donc, en fait, c'est effectivement de l'époque du premier empereur Qinshi Huangdi. C'est le 3e siècle avant Jésus-Christ. 3e siècle avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. Ouais. Et Qinshi Huangdi, enfin le complexe que l'on visite, c'est l'endroit où l'on se trouve ces fameux guerriers de terre cuite, qui sont maintenant célèbres dans le monde entier. Fascinant. Ouais. Alors en fait, il y a évidemment les fosses où se trouvent les guerriers, et puis sur le pourtour des fosses, vous avez un musée. Qui expose un certain nombre d'objets qu'on a retrouvés, beaucoup de guerriers en terre cuite, et puis effectivement il y a une petite vitrine, et dans cette petite vitrine on trouve une épée, tout à fait classique, qui manifestement paraît en très bon état. D'ailleurs j'ai publié une photo. Manifestement, elle est en bon état, elle peut très bien servir. Alors, lorsqu'on a examiné cette épée, on s'est aperçu que la lame qui est en fer était recouverte d'une couche de chrome de 10 à 15 microns. C'est-à-dire qu'elle a été chromée, quoi. Elle a été chromée pour assurer une protection efficace contre la corrosion. Bah tiens, on le fait pour les voitures, nous. Je vois pas pourquoi il ne fait pas pour les épées. Ouais, voilà. Après tout. Oui. Alors, en fait, c'est tout à fait extraordinaire de découvrir ce genre d'objet dans une tombe du 3e siècle avant Jésus-Christ, parce que le chrome, d'abord, il a été officiellement découvert en 1797. Enfin bon, on peut toujours s'imaginer que les Chinois l'avaient découvert avant. Et ce qui est plus extraordinaire, c'est que la technique de chromage a été inventée en 1937 en Allemagne, et c'est une technique qui est basée sur l'électrolyse, et donc l'électricité. Oui. Voilà, il y en a pas d'autres. J'ai discuté avec des ingénieurs, puisque au moment où j'ai regardé cette épée, j'étais accompagné de 2 ingénieurs, et ils m'ont dit non, il y a qu'une seule façon et j'ai vérifié évidemment, il n'y a qu'une seule façon d'arriver à chromer, c'est par électrolyse. C'est par électrolyse uniquement. Oui. Donc avec de l'électricité évidemment, oui, un pôle positif, un pôle négatif, et puis. Voilà. D'accord. Alors bon, on sait qu'il existe des objets qui pourraient être générateurs d'électricité, non pas en Chine, mais on a retrouvé ces curieux objets qu'on appelle les piles de Bagdad. Oui, de quoi s'agit-il? Ce sont en fait des petits objets qui ont été découverts par un ingénieur allemand dans un coin poussiéreux du musée de Bagdad, je crois que c'était dans les années 1930, et il s'est aperçu, en fait, c'était des petites jarres en poterie, et à l'intérieur il y avait une barre métallique, et en regardant de plus près ces objets qui étaient catalogués comme objets du culte, il s'est aperçu qu'il y avait là tous les composants d'une pile. Alors il a refait
il a fait une maquette pour voir ce que ça pouvait donner, et comme électrolyte, il a pris tout simplement du vinaigre. D'ailleurs, on a refait l'expérience aussi en prenant du vinaigre, et effectivement, il y a production d'électricité. Relativement faible, mais en mettant plusieurs de ces piles en série, si je me souviens bien, on arrive à produire un courant suffisant pour, par exemple, pratiquer une électrolyse. Je crois que c'était des bijoutiers qui s'en servaient de ça, non? Oui. Oui, effectivement, de ce système. Oui. Oui. Mais donc, il est possible que les Chinois, je ne vois pas comment ils pourraient faire autrement. Ils auraient pu faire autrement. Ils ont découvert un procédé d'électrolyse et ils connaissaient ce procédé au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Mais quand même, il faut avoir une sacrée puissance de courant pour réussir à chromer une épée. Oui, il faut avoir une certaine puissance, oui. Je ne connais pas les détails techniques, mais encore une fois, en mettant, même si chaque pile n'est pas très puissante isolément, en les mettant en série, on doit pouvoir arriver, d'après les quelques discussions que j'ai eues, à produire suffisamment d'électricité. C'est fascinant, ça. Ah oui, tout à fait, oui. Et alors, vous l'avez vu, évidemment, de vos yeux, puisque vous êtes rendu sur place. Que ressent-on devant des objets qui laissent autant de questions comme ça sans réponse? Ah oui, humainement, je veux dire, ça doit être assez troublant quand même. Oui, tout à fait. Tout à fait. Entre le lire ou voir une photo et voir l'objet lui-même, c'est évident, ça fait un petit choc quand même. Petit choc électrique, bien sûr. Et en ce qui concerne, puisque vous l'avez visité, ce site fabuleux, est-ce réellement aussi beau que les photos le montrent? Est-ce que c'est fascinant d'être dans ce genre de lieu? Écoutez, c'est un site grandiose, parce que ça, les photos ne peuvent pas. Les photos vous montrent évidemment que c'est très grand, que c'est très intéressant, que c'est très impressionnant. Mais lorsque vous êtes là et que vous vous trouvez dans ce hangar immense avec ces milliers de statues, c'est indescriptible. Oui, ça vaut. Je dirais que ça vaut presque le voyage. Oui, j'imagine bien. Mais là, ce qu'on voit sur les photos, c'est-à-dire ces rangées de soldats, tous n'ont pas été déterrés ou tous ont été déterrés? Enfin, tout le complexe n'a pas été encore découvert. Non. C'est-à-dire que tout le complexe, il est loin d'avoir été entièrement traité. Le tombeau lui-même, en fait, là, on est dans une annexe. Du tombeau? Oui. D'accord. Le tombeau lui-même n'a pas été ouvert. Bon, il a été sondé, mais il n'a pas été ouvert. D'accord. Oui. Et d'après les traditions, lorsqu'on l'ouvrira, on risque d'avoir des surprises parce que il serait défendu par toute une série de pièges, tous plus vicieux les uns que les autres. Ce qui ne m'étonnerait pas d'ailleurs. Connaissant le personnage, Chinchiwanti était un personnage assez spécial. C'était un empereur qu'on ne voyait jamais, donc il était complètement invisible et il changeait de domicile, de chambre, si vous voulez, tous les jours, et passait d'un de ses palais à un autre par des passages souterrains. Donc c'était quelqu'un d'assez méfiant quand même. Un paranoïaque complet plutôt. Complet, oui. Très bien. Parfait. Jacques Gossard, une dernière pause et on va conclure ensemble sur ce dossier tout à fait fascinant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. Jacques Gossard, mon invité dans Les Aventuriers de l'étrange, saison 3 pour cette deuxième émission consacrée au mystère de l'histoire de la civilisation chinoise. C'est à l'occasion de la parution d'un exemplaire de la revue Kadat consacré aux origines de la Chine, dont Jacques Gossard est l'auteur, que nous en parlons. Alors là, vous nous avez dit sur Sud Radio il y a quelques instants, et j'avoue que ça m'a laissé un peu pantois, que ce célèbre site où l'on voit ce tombeau, où l'on voit les soldats par centaines, par milliers même, disiez-vous, hein? Oui.
Par milliers. Et ce qu'on voit, c'est l'annexe fait, du tombeau, très bien. Donc on imagine la magnificence du site dans sa totalité, parce que quand il a été construit, il était à l'air libre, évidemment. Non, il a été... Non. Tout a été recouvert ensuite? Oui, tout a été recouvert, oui. Tout a été recouvert disons que c'était toute une série de galeries couvertes et étançonnées par des bois. D'accord. Ce qui fait que lorsque le site a été envahi, parce que après la mort du premier empereur, une révolte a éclaté, les annexes au tombeau ont été ouvertes et elles ont été incendiées. Ouais. Ce qui fait que tout ça s'est écroulé, évidemment, et la plupart des guerriers ont été écrasés, je dirais, sous les décombres. Ouais. C'est peut-être ce qui a permis d'ailleurs de les garder intacts. De les sauvegarder, oui. Oui. D'accord. Et étonnamment, la tombe principale de l'empereur n'a pas été ouverte. Officiellement, non. Ah oui. Non, mais vous savez, il est possible que, en tout cas, des sondages ont été faits, mais officiellement, la tombe n'a pas été ouverte. Non. Franchement, il doit y avoir des merveilles à l'intérieur. Oui, on parle de ruisseaux, de mercure, pour figurer le monde. On parle de merveilles extraordinaires, oui. De ruisseaux de mercure? Oui, pour figurer les rivières du monde. Fascinant. D'un raffinement assez colossal, quand même. Fait, oui. Mais dites-moi, Jacques Gossard, à titre de conclusion, là on a survolé, évidemment, quelques sujets fascinants liés à l'histoire de la Chine. Mais la Chine, c'est presque un continent, un pays à la taille presque d'un continent, et on est loin d'avoir tout découvert, j'imagine. Oh oui, bien sûr. Je dirais que les travaux, comme nous le disions tout à l'heure, l'archéologie a débuté dans les années 1920. Ouais, c'est jeune. C'est jeune. En plus de cela, la Chine a connu quand même des années assez noires. D'abord avec l'invasion japonaise. Et puis ensuite avec les années Mao, années Mao, où là la Chine s'est vraiment repliée sur elle-même, et je dirais que les travaux historiques ont surtout servi dans un but politique. Bien sûr, de communication, évidemment. Oui. Donc ce qui ne favorisait pas évidemment la sérénité et l'objectivité des travaux. Mais je dirais qu'actuellement, ces travaux ont repris et reprennent tous les jours avec des missions internationales et aussi surtout avec une équipe d'archéologues chinois qui maintenant sont experts, sont bien formés et qui sont enthousiastes. Ceci étant, il y a un travail énorme à effectuer. Et des nouvelles découvertes, on en fait tous les jours. Entre le moment, je vous disais que ça m'avait pris à peu près, en début d'émission, je disais que ça m'avait pris à peu près 1 an pour rédiger le numéro. Eh bien, en 1 an, rien que sur le chapitre écriture, j'ai dû apporter des corrections 2 fois. Parce qu'on a fait des découvertes telles que, il m'a fallu changer mon texte. Oui. Et la dernière en date fait remonter les débuts de l'écriture chinoise de plusieurs millénaires. Donc, et c'est comme ça dans tous les domaines. Est-ce qu'il y a, parce que vous n'avez pas pu tout mettre évidemment, et on n'a pas pu tout évoquer non plus de ce qu'il y a dans ce que vous avez écrit pour la revue Kadat, mais est-ce qu'il y a un élément particulièrement étonnant que vous auriez aimé citer? Je ne sais pas moi, les momies en kilt par exemple, les crânes déformés, je sais pas, ou autre chose que vous trouvez fascinant dans cette Chine? Écoutez, moi il y a 2 choses qui me fascinent. C'est le fait que les Chinois sont toujours finalement restés très fidèles à leurs caractéristiques d'origine. L'écriture, elle est la même. Pour reprendre encore l'écriture, mais je crois que c'est tout à fait caractéristique, c'est la même
que au tout début. Bon, bien sûr, certains caractères ont évolué, la grammaire n'a pas tellement évolué, c'est surtout les caractères eux-mêmes qui ont évolué. Bon, et c'est vrai qu'un chinois moyennement instruit actuellement ne peut pas lire tous les caractères d'une vieille inscription. Mais il y a des caractères qui n'ont pas changé, carrément. D'autres qui ont évolué. Donc ça, c'est cette extraordinaire continuité de cette civilisation. Il n'y a pas de rupture, si vous voulez. Et la deuxième chose qui moi, me fascine, c'est que par rapport à tout ce que j'avais lu auparavant, finalement, ce que racontent les traditions, ce que racontent les mythes et les légendes, ce qu'ont écrit les historiographes, eh bien, c'est tous les jours, c'est un peu plus prouvé par les données archéologiques. Et ça me conforte dans cette méthode qui est la mienne depuis quelques années, qui consiste à comparer systématiquement, dans l'origine des grandes civilisations, les mythes fondateurs avec les données archéologiques. Mythes fondateurs qui sont porteurs de plusieurs messages, comme en général tout ce qui est symbole, c'est à plusieurs étages. Il y a bien sûr des fonctions symboliques, des fonctions je dirais de ciment de culture. Mais il y a aussi une réalité tangible. Mais il y a aussi une réalité historique. Et ça, c'est particulièrement frappant quand on examine les mythes et légendes chinois. En tout cas, vous avez fait combien de voyages en Chine ? Oh, actuellement, j'en suis à mon 8e. Ah oui, quand même, vous connaissez bien, alors. Bien connaître, vous savez, quand on voit le pays, c'est difficile de bien connaître, mais disons que j'ai une bonne vue d'ensemble maintenant, Tout à fait. Bon. En tout cas, ça a été, Jacques Gossard, un réel plaisir de vous recevoir dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio pour découvrir avec vous quelques-uns des mystères liés à l'histoire de la Chine. Alors, je rappelle que vous êtes un des rédacteurs de Kadat, donc, qui est un magazine belge qui a comme sous-titre Chronique des civilisations perdues, et vous êtes l'auteur du spécial Origine de la Chine. C'est le numéro 102, je le dis pour ceux qui vont aller sur le site internet pour commander la revue. Alors kadat.be, c'est le nom du site internet, KADATH.be, et là vous allez pouvoir vous procurer cette revue. Quels sont vos projets dans les cartons, Jacques Gossard, pour conclure? Ah bien écoutez, faire un livre déjà de ça. Déjà je voudrais faire un livre de ceci qui est une synthèse de choses qui n'ont pas pu être approfondies. Et puis mon Dieu, je crois quand même que je vais me réintéresser aussi à mon autre passion qui est l'Égypte. Et donc j'ai quelques sujets qui sont en attente là et que je vais développer. Oui, on peut en savoir un petit peu plus sur les sujets. Oui, écoutez, ça tourne autour de ce qu'on appelle maintenant la dynastie 0, avec des personnages mythiques qui pourraient bien aussi être des personnages historiques et que l'on appelle les compagnons d'Horus. Les compagnons d'Horus. Les compagnons d'Horus, oui. Vous savez, les débuts de l'Égypte, c'est un peu comme les débuts de beaucoup de choses. On est en train de revoir ça complètement. Et actuellement, les débuts de l'Égypte sont en train de prendre un petit coup de vieux. Ah bon? Donc oui, on commence à découvrir qu'avant le premier pharaon, il y en a eu beaucoup d'autres. Intéressant. Ah oui, tout à fait. Bon, parfait. On attend cette production avec impatience. Ce sera pour Kadat ou un livre vraiment? En principe, ce sera pour Kadat au départ, oui. Bon, très bien. Donc, on n'a pas fini de vous revoir, avec plaisir d'ailleurs, dans Les Aventuriers de l'étrange. Alors. Écoutez, je serai ravi de revenir sur votre antenne. Et on sera ravi de vous recevoir. Merci beaucoup, Jacques Gossard. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite pas une bonne fin de soirée, mais une bonne nuit, parce qu'à cette heure-ci quand même. Oui. Et puis, à très bientôt sur Sud Radio alors. Merci. Oui. Au revoir, Jacques Gossard. Au revoir. Je rappelle à ceux et celles qui nous écoutent, qui veulent se procurer donc cette revue Kadat et bien d'autres numéros, parce que il y a beaucoup d'exemplaires qui sont passionnants. Donc il faut aller sur le site internet kadat.be,
Kadat, ça s'écrit KADATH.be. Et là, vous allez pouvoir commander la ou les revues plutôt. C'est 9 euros la revue. Et pour que vous retrouviez celle consacrée aux origines de la Chine, c'est la numéro 102, rédigée par Jacques Gossard, mon invité. Pour conclure, si vous voulez vous mettre en rapport avec moi pour les aventuriers de l'étrange, pour nous apporter un témoignage concernant un phénomène paranormal que vous auriez vécu, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300, 0826 300 deux fois. Vous me laissez un message ainsi que vos coordonnées sur la boîte vocale des aventuriers de l'étrange. Vous pouvez également me contacter par mail, c'est étrange@sudradio.fr, étrange@sudradio.fr. Et enfin, pour conclure, pour réécouter cette émission en podcast, eh bien, allez sur le site directement des aventuriers de l'étrange. Le site a pour adresse psiland.org, psiland.org, psiland.org. Et là, vous allez pouvoir télécharger toutes les émissions depuis avril 2006 ou cette dernière concernant la Chine. Je vous souhaite une bonne nuit et rendez-vous la semaine prochaine, vendredi et samedi soir.